arrêté l'esclavage, sauf le Brésil qui s'est arrêté beaucoup plus tard. Plus tard. Donc une personne d'ascendance africaine, c'est ça. C'est cela. Maintenant, on parle aussi de personnes d'ascendance africaine quand on parle des personnes qui ont migré d'Afrique il y a plus de 3 générations et qui maintenant vivent sur d'autres continents, notamment au nord. Mais là, on parle, c'est un peu différent. Il y a 2 types de personnes d'ascendance africaine. Mais en fait, toutes ces personnes d'ascendance africaine subissent les mêmes traitements. Ne sont pas reconnues, leurs droits ne sont ni protégés, ni promus, ni respectés. Ils sont souvent victimes de racisme, de discrimination, de xénophobie. D'où le besoin de s'attacher à leurs droits spécifiques et de faire en sorte que leurs droits spécifiques puissent être reconnus et promus. Les droits de l'homme ont des conventions. En 1969, une convention internationale contre le racisme et la discrimination raciale a été ratifiée à l'Assemblée générale des Nations unies et signée par de nombreux pays, notamment le Gabon. Mais même si les pays ont ensuite fait des législations nationales pour lutter contre le racisme et la discrimination, celle-ci ne s'est pas pour autant arrêtée. Maintenant, la conférence de Durban en 2001 contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui est associée a identifié les afrodescendants, qui sont aujourd'hui dans le monde 300 millions, dont 200 millions environ dans les Amériques, comme des personnes dont les droits étaient particulièrement violés, comme des personnes particulièrement discriminées, comme des personnes dont l'histoire n'était ni connue ni reconnue, et comme des personnes qui n'avaient pas accès aux services sociaux de base, à l'éducation, à la santé, au travail, à la participation politique, autant que les autres. Et ceci, que ce soit en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Venezuela, dans la Caraïbe, Trinidad, Tobago, même si là, dans les îles de la Caraïbe, les personnes d'ascendance africaine sont la majorité, contrairement aux pays d'Amérique latine ou aux États-Unis. On parle de Porto Rico, Jamaïque, Haïti, Cuba, et plus au nord, l'Amérique du Nord. Les personnes d'ascendance africaine sont aussi en Inde. Il y a environ 800 000 Sidi en Inde. Et donc, ces personnes qui sont originaires d'Afrique et qui ont maintenant une culture qui est une culture une nouvelle culture qui s'est créée, en fait, qui s'est accommodée de ce qu'on leur a imposé, qui a assimilé certaines choses, mais qui a aussi résisté pour pouvoir survivre. Et donc, en résistant, qui a gardé certaines choses de sa culture initiale, et avec tout ça, ces personnes ont développé une culture qui est maintenant devenue la leur. Une nouvelle culture. Une nouvelle culture. Qui, en fait, du nord au sud de l'Amérique, que ce soit sur le continent sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, ou en Amérique du Nord, il y a quand même des similitudes. Il y a des différences, mais il y a des similitudes entre tous les afrodescendants dans cette nouvelle culture ou ces nouvelles cultures. Et maintenant, cette décennie est créée vraiment pour pouvoir repenser nos imaginaires. Parce qu'en fait, la façon dont l'Afrique est aujourd'hui perçue, mal perçue, méconnue, inconnue, maltraitée, c'est vraiment la résultante de la façon dont l'Afrique a été perçue il y a 5 siècles, de la façon dont l'Afrique a été traitée il y a 5 siècles. D'accord. Alors, Madame Petrus-Barry, on sait que l'activité va se dérouler donc du 17 au 19 et vous allez l'organiser donc en partenariat avec le gouvernement gabonais, surtout le ministère de l'économie numérique, de la culture et tout le reste. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Il y aura quoi? Il y aura des communications, certainement. Est-ce que vous aurez des invités, c'est-à-dire les gens qui viendront peut-être de l'extérieur pour exposer sur certaines thématiques? Comment ça va se dérouler? Alors, cette semaine des Afrodescendants, elle est organisée, financée par le gouvernement du Gabon et organisée par le Centre international des cultures bantoues qui, dans son mandat, a un volet afrodescendant. C'est-à-dire que les bantous ont été déportés en esclavage à certaines périodes de la traite et les bantous se retrouvent partout dans les pays
où l'esclavage a été pratiqué. Donc voilà pourquoi le Sisiba est partie prenante de cette manifestation. Maintenant, les Nations Unies, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine a été déclarée par les Nations Unies en 2013 et la décennie va de 2014 à 2024. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est en fait de créer un pont, de créer des ponts, de créer des rencontres, de créer des échanges, de réfléchir ensemble, que les personnes d'ascendance africaine puissent réfléchir à la reconnaissance de ce qu'ils sont, puissent réfléchir à leur histoire et en parler eux-mêmes et en parler différemment, puissent proposer des solutions pour régler les questions de discrimination, les questions de méconnaissance de notre histoire, les questions aussi de notre avenir ensemble. Donc vraiment, la rencontre qui va avoir lieu, c'est vraiment un échange et c'est se retrouver. Et se retrouver sur le continent africain. Ça va être la première rencontre dans le cadre de la décennie qui aura lieu en Afrique. Et c'est assez intéressant qu'elle ait lieu à Libreville, qui est une ville qui a été créée pour les hommes et les femmes libres. Et donc que les personnes d'ascendance africaine libres puissent enfin faire entendre leur voix sur le continent africain avec leurs frères qui sont restés sur le continent, c'est vraiment important. Vous m'avez posé une question. Est-ce que des gens vont venir? Oui, des gens vont venir. Des personnes d'ascendance africaine vont venir de la Guadeloupe, du Costa Rica, des États-Unis, de la Martinique, de la Guyane, de France, parce qu'il y a eu maintenant un espèce de double exil, pas forcément forcé, mais de toute façon qui est une résultante de la déportation, ce qui fait que beaucoup de personnes d'ascendance africaine se retrouvent en Europe, en Angleterre, beaucoup pour les Jamaïcains, les Dominicains, les Antiguois, les gens de Barbade, et en France pour Guadeloupe, Martinique, Guyane et Haïti. Donc voilà, des personnes d'ascendance africaine de toutes ces parties du monde vont venir. On n'aura pas de Sidis, on n'aura pas non plus de Garifounas des Honduras, qui sont restés vraiment très ancrés dans la tradition africaine, mais qui sont tellement discriminés qu'il est très difficile d'avoir accès à eux et de les amener à ce genre de manifestation. Mais on a 10 ans et on va essayer de faire en sorte de tous se retrouver, à la fois entre nous, parce qu'on parle des langues différentes, on parle l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais et d'autres langues, mais également avec nos frères africains. Pour nous, c'est aussi une question de survie, ça continue la question de survie, parce que c'est une question identitaire. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous cherchons encore qui nous sommes. Et même quand nous sommes beaucoup plus à l'aise avec notre identité nouvellement développée, on a besoin de trouver nos racines. Il manque toujours quelque chose. Et donc revenir sur le continent, c'est en partie se retrouver. C'est pour ça que le thème de la conférence est Afrique matière première. Afrique matière première. Alors, madame, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on réveille ces vieilles blessures de l'esclavage, des gens, des Africains déportés, de ceux-là qui travaillaient dans les champs, tout ça? Est-ce que c'est des choses qu'on doit forcément remuer ou bien on doit complètement oublier? Mais c'est notre histoire. Pourquoi on oublierait notre histoire? C'est notre histoire qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est notre histoire qui fera de nous ce que nous sommes demain. Et si nous ne nous attachons pas à comprendre notre histoire, à la connaître, ça va empêcher l'Afrique de se développer, parce que tout l'imaginaire de ce qu'est un Africain aujourd'hui part de la traite, part du fait qu'on ait considéré les Africains comme des sous-hommes, comme des meubles, qu'on ait eu des codes noirs, qu'on ait classifié les êtres humains en fonction de leur race et qu'on les discrimine en fonction de ça. La colonisation, c'est la suite de la traite. Une fois qu'on a compris que les économies occidentales ne pouvaient plus se développer suffisamment avec les esclaves et que l'esclavage était aboli, maintenant il y a eu la colonisation, puis la décolonisation, puis la précolonisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On n'a toujours pas fini de régler les problèmes. On peut penser aussi qu'on est resté à pleurer sur notre sort depuis le temps, c'est-à-dire qu'on évolue. Il y a deux choses. On ne pleure pas sur notre sort, mais on nous a volé notre histoire et il faut qu'on la comprenne. Maintenant, une fois qu'on a compris notre histoire, ça nous donne des ailes
pour avancer. Et il y a différentes manières de la comprendre. On n'est pas en train de revendiquer des choses. Peut-être qu'on va revendiquer des réparations. Ça, c'est autre chose, c'est la justice. Ouais. Puisqu'un des thèmes de la décennie, c'est la justice. Le premier, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître qui nous sommes, connaître qui nous sommes, retrouver qui nous sommes, accepter qu'on a le droit d'avoir des lieux de mémoire. Tout le monde a des lieux de mémoire, pourquoi pas nous? Mais peut-être que cette réparation-là... Je n'ai pas fini, c'est vraiment important. Ensuite, il y a la justice. À la fin de l'esclavage, en Haïti, en Guadeloupe, au Brésil, les maîtres ont été dédommagés. À la fin des Codes Noirs, ils ont été dédommagés pour les pertes en mobilier qu'a entraîné la fin de l'esclavage. Et nous, les anciens esclaves, on a été dédommagés comment? Par la discrimination? Non, il y a des choses à réparer. Troisièmement, les personnes d'ascendance africaine sont reconnues par le Conseil des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a cette décennie, entre autres, comme des personnes dont les droits sont moins respectés. Elles sont souvent les plus défavorisées. Aux États-Unis et ailleurs, elles sont le plus grand nombre de personnes qui forment la population carcérale. Elles sont au Brésil, c'est indéniable, en Colombie, au Venezuela, les plus pauvres, les moins éduquées. Aux Antilles françaises, elles ne participent pas à la vie politique en proportion de leur nombre, à la vie politique française, puisque nous sommes, pour les Antilles françaises, toujours français. Donc, ces trois aspects, reconnaissance, justice et développement, vont nous permettre de préparer notre avenir en tant qu'afrodescendants, mais vont aussi nous permettre de préparer notre avenir commun, Afrique et afrodescendants qui vivent ailleurs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette réparation devrait se faire pourtant peut-être plus dans le sens de l'accaparement par nos historiens, c'est-à-dire raconter notre histoire africaine enfin, comme elle a peut-être été vécue, parce qu'on nous l'a toujours racontée. Est-ce que nous, on ne peut pas la raconter un peu nous-mêmes? Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on va faire pendant 3 jours. Des chercheurs seront là, des professeurs d'université seront là, des écrivains seront là, des poètes seront là, et des musiciens. Des musiciens qui vont arriver avec les tambours traditionnels des Antilles et qui vont jouer la musique traditionnelle des Antilles et qui vont retrouver au Gabon les tambours du Gabon. Et là, on va raconter notre histoire. On va raconter notre histoire commune de tambours. Mais on va aussi raconter notre histoire commune de démarche intellectuelle. On va raconter notre histoire commune de notre imaginaire. On va raconter notre histoire commune comme nous la vivons. On va raconter nos émotions communes. En tout cas, on va se donner rendez-vous à partir du 17. On connaît votre dynamisme. Je le disais tout à l'heure, vous êtes partout à la fois. Je ne sais pas comment vous faites. On vous trouve à Libreville, d'un coup vous êtes à Tchibanga, après vous êtes à Port-Gentil. En tout cas, vous êtes partout à la fois. Je vous tire un chapeau pour ce que vous faites. Hein. Voilà, donc on vous encourage à le faire et à chaque fois que vous avez envie de communiquer, vous êtes toujours chez vous ici, sur le plateau de Gabon Télévision, plus précisément à la matinale. Merci, le temps qui nous est imparti, je crois que c'est arrivé à son terme. Nous avons donc reçu dans la rubrique d'Olga, Marie-Evelyne Petrus-Barry. Je rappelle qu'elle est donc le coordinateur du système des Nations Unies au Gabon. Et merci d'être passée chez nous, madame. Je vous laisse avec la transition. Merci à vous de m'avoir reçu. Kukai, Tombio, yo. Mukaza kobina ngenja, yakobiondia, kobina ngenja, yakobiondia, kobina ngenja, yakobiondia, kobina ngenja, yakobiondia. Kukai, Tombio, yo. Banje aye ninde, timona mungombe mukongo nge ninde, timona mungombe. Banje aye ninde, timona mungombe. Banje aye ninde, timona mungombe mukongo.
Merci d'être avec nous. De retour sur le plateau juste après avoir apprécié l'entretien d'Olga Okinkali. Eh bien, nous passons cette fois-ci à une autre étape de cette émission où on reçoit les invités. Ils viennent nous faire part simplement différentes activités qu'ils mènent par-ci et là. Et puis là, nous avons deux messieurs qui nous rejoignent maintenant là sur le plateau, qui nous ont rejoints sur le plateau. Avec eux, on va parler un peu d'action sociale. Ils ont pris part au dialogue. La partie citoyenne. La partie, oui, oui. Bon, partis citoyens, ce sont les différents partis, non? Il y a la partie citoyenne, le parti politique, n'est-ce pas? Mais ça reste le dialogue national hein? Et inclusif et sans tabou. Ouais, et voilà, très bien. Mais je rappelle aussi que vous venez de l'étranger. Là, vous représentez la diaspora gabonaise, c'est ça? Effectivement. D'accord, ok. Bonjour à vous et bonne arrivée. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes avec Dr Essonou Ange, à nos côtés, également M. Célestin Ela Olomo. Et donc, là de suite, on souhaiterait avoir quand même un petit résumé de votre participation au dialogue national, ce que vous avez apporté en plus de la part de la diaspora. Bon, il faut d'abord resituer le contexte, c'est-à-dire que après la proclamation des résultats des élections du 27 août, il y a eu un déchaînement de violence qui a fait voler en éclats notre vivre ensemble. Et le seul recours possible aujourd'hui pour ramener à un fonctionnement apaisé du pays est probablement et probablement demain à des élections moins sujettes à contestation. Le seul recours, c'est le dialogue. Nous avions participé à ce dialogue dans la partie citoyenne et nos contributions étaient axées sur certains fondamentaux. Est-ce que on revient à un système de l'élection à un tour ou à deux tours pour la compréhension de tout le monde, et la révision de la loi électorale, la révision de la CENAP, la révision de la Cour constitutionnelle. Donc ce sont ces contributions-là qui ont fait en sorte que nous venons de l'étranger pour apporter un peu notre expertise. Voilà en grande ligne, très schématiquement, ce que nous avions pu produire. Mais déjà, comment avez-vous trouvé ce cadre-là qui a été mis en place pour dialoguer pour vous? Il a été propice pour émettre vos idées, le cadre? Effectivement, on peut dire qu'il y a eu une optimisation de la manière de préparer le dialogue. Nous avions trouvé un cadre agréable, propice à la discussion. Si c'est juste dans ces termes-là, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Okay. Et Monsieur Célestin, les perspectives à venir derrière quand même de votre participation? Ce que je voudrais déjà noter, c'est qu'il faut d'abord revenir, comme il disait tout au départ. La diaspora, c'est réellement mobilisé. Ça a été l'acteur majeur de cette dernière élection. Et c'est pourquoi les activités de la diaspora aujourd'hui vers l'apaisement du vivre ensemble de tous les Gabonais est très importante parce que auparavant, on n'avait jamais vu la diaspora se mobiliser de cette façon, de cette manière. Cette fois-ci, ça a été un signe majeur et cette diaspora politiquement engagée a accepté librement de participer au dialogue. Pourquoi? Parce que nous disons que en 2012, la diaspora avait déjà demandé un dialogue national. Si aujourd'hui ce dialogue, on le met en place après l'élection, pourquoi le refuser? Voilà en fait ce qui a au départ motivé la diaspora à prendre part à ce dialogue national. Pour ce qui concerne les perspectives, nous disons simplement que la diaspora veut désormais être aujourd'hui une diaspora de proposition, une diaspora responsable, qui peut apporter son intelligence, c'est-à-dire apporter des contributions sur un certain nombre de choses, sur l'éducation, la santé, sur des relations que doit désormais avoir l'État gabonais, c'est-à-dire la République et sa diaspora qui se trouve hors de ses frontières. Il faut qu'on mette désormais en place un cadre législatif, un cadre